Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous tenez le coup. Voilà 2025, tire sa révérence. Et quelle sortie! Une année qui s'achève sous le sceau d'un certain slogan présidentiel, une punchline signée Abdi Tebboune qui résume, mieux qu'aucun bilan, l'ambiance glaciale et violente de ces 12 derniers mois. On pourrait presque graver cette devise en lettres capitales au sommet des institutions algériennes. Ferme-la, on torture, on bichonne Hamlaoui, et tant pis pour le reste. Oui, vous avez bien entendu, on torture, je répète. On torture pendant que Madame Hamlaoui, elle, bénéficie d'un bouclier en béton armé. Et le peuple, eh bien qu'il aille se faire voir. Alors là, on ne parle même plus d'interprétation, mais de déclaration officielle. Ce n'est pas une supposition, c'est écrit noir sur blanc, signé tamponné, et publié au Journal officiel, édition 85, du 23 décembre 2025 pour les amateurs d'archives. Et si ce n'est pas la dernière publication de l'année, c'est clairement l'avant-dernière. Oui, mes amis, c'est dans ce texte sacré de la bureaucratie algérienne qu'Abdi himself, sans trembler, pose les jalons de sa vision de fin d'année. Et que lit-on 2 décrets présidentiels datés du 10 décembre. Résultat, une petite purge au sein de l'Observatoire national de la société civile. Plusieurs têtes tombent, toutes, sauf une, celle de la très précieuse Ibtissam Hamlaoui. Elle, c'est de l'exception, l'indéboulonnable, la protégée du régime. Tebboune nous le hurle presque entre les lignes, ne touchez pas à Hamlaoui. Mieux encore, il vire Jamel Dahou, son propre chef de cabinet, à compter du 30 mai, histoire de bien marquer les esprits. Donc pour résumer, en mars 2025, Hamlaoui prend les commandes. En décembre, son bras droit saute. Et elle, toujours là, tranquille, immuable, l'intouchable par décret présidentiel. Et voilà le deuxième acte de cette grande pièce théâtrale signée Abdi Tebboune. Même date, même plume, même purge, le 10 décembre 2025, un autre décret tombe. Cette fois-ci, ce sont 5 noms qui défilent dans la rubrique des dégagés de l'Observatoire national de la société civile. Kenza Nechar Siladi, Nazim Ilas Yousfi, tous analystes de synthèse, rejoignent la sortie avec Samir Bouaziz et Adel Kchat, 2 sous-directeurs. Le premier gérait les conférences et les congrès, le second la formation et la société civile. Et hop, tous rayés de la carte à partir du 30 mai 2025. Mais attention, ne vous y trompez pas, pendant que les têtes tombent autour d'elle, la grande prêtresse du temple Ibtissam Hamlaoui reste bien droite sur son trône. Aucune mention de son nom dans les mesures de révocation. Pas un mot. Comme si rien ne la touchait, comme si elle vivait dans un monde parallèle. Intouchable, on vous dit. Et pourtant, depuis novembre, on nous a vendu du rêve. On nous a juré que justice serait faite, qu'Hamlaoui allait tomber. À la place, c'est un rideau de fumée qu'on nous a balancé pour étouffer le scandale déclenché par 2 lanceurs d'alerte incroyablement courageux, Yacine Ba et Hajer Zetoni. Torturés, déshabillés, frappés, humiliés, puis emprisonnés comme des criminels. Leur crime, avoir osé remettre en question la toute-puissante Hamlaoui. Et malgré les souffrances, ils ont témoigné. Ils ont tout balancé et ils avaient des preuves. Pendant des semaines, on nous a bercés avec des promesses en boucle. Patience, vous allez voir, Hamlaoui va sauter, elle sera révoquée, poursuivie, punie comme il se doit. Eh bien non, nada, zéro, pas même l'ombre d'une sanction. Tous ces beaux discours sont partis en fumée. Et qui vient sceller cette mascarade Abdi de lui-même à travers 2 décrets présidentiels aussi froids qu'un couperet. Il vire son chef de cabinet, il débarque une poignée de cadres de l'Observatoire national de la société civile, un organe, rappelons-le, directement rattaché à la présidence et inscrit noir sur blanc dans la Constitution. Et qui trône à sa tête depuis le 20 mars 2025, toujours la même Ibtissam Hamlaoui. Et pourtant, malgré le déluge de scandales qui l'éclabousse de toutes parts, cette femme, ou plutôt cette demoiselle de 43 ans, reste indéboulonnable. Il faut se le dire, cette dame n'a pas seulement été citée dans des affaires, elle a bel et bien torturé. C'est documenté. Reprenons Yacine Benchatta, présente en Algérie depuis le 18 ou 19 novembre 2025. S'est présenté de son plein gré aux autorités. Il a parlé, il a coopéré avec les services secrets. Résultat, un interrogatoire de plus de 48 heures, près de 20 procès-verbaux, soit un dossier aussi épais que glaçant. Et ce n'est pas un kidam, ce Yacine. Ancien chef du bureau du Croissant Rouge algérien à Skikda, il a été l'un des collaborateurs les plus proches de Hamlaoui entre 2023 et 2025. Il a vidé son sac pote de vin, disparition étrange magouille, en tout genre détournement massif, nomination douteuse, copinage à gogo et utilisation politique d'une institution humanitaire.
Il n'a rien gardé pour lui. Il a tout livré des preuves, des noms, des documents, des récits détaillés. Et surtout, il n'a rien entendu dire, il a vu, de ses propres yeux. Il aurait pu fuir, tourner le dos, quitter le pays et tirer un trait sur tout ça. Mais non, il a choisi de rester. Était-ce du courage ou une forme de suicide volontaire? Honnêtement, aujourd'hui, ça ressemble bien plus à une chute en plein brasier qu'à un acte héroïque. Il leur a tendu la main, leur a tendu sa vie. Il a tout misé sur l'État, pensant naïvement peut-être qu'il serait écouté. Résultat, près de 20 procès-verbaux rédigés, un pavé de documents, et en échange, son passeport confisqué, l'interdiction de quitter le territoire, le silence forcé. Et cerise sur le gâteau, toujours pas réintégré au Croissant Rouge. D'après mes infos, il reste sans emploi, sans voix, sans justice, et pendant qu'il vit enfermé dans la peur, reclus, suspendu entre espoir et abandon, Hamlaoui, elle trône toujours, pas seulement libre, non, elle est carrément confortablement installée sur son piédestal. La mascotte officielle du régime Tebboune, la madone de l'impunité, la prêtresse du silence d'État. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir eu des alertes. 2 citoyens ont osé briser le mur, une femme aujourd'hui exilée, toujours en cavale, qui a bien compris qu'imiter Yacine, c'était signer sa disparition. Elle a vu, il est rentré, il a parlé, et strictement rien ne s'est passé. Rien. Silence radio. Résultat. Elle reste cachée loin. Parce qu'elle sait que cette femme Hamlaoui a plus de pouvoir que n'importe quel général. Hassan Saïd Mustafa. Aucun ne lui arrive à la cheville. Elle les dépasse tous. Franchement, tant qu'on y est, pourquoi ne pas lui remettre les clés du pays directement, qu'on arrête de faire semblant? Autant hisser mademoiselle Hamlaoui au rang de première ministre, voire chef suprême du régime. Après tout, elle agit déjà comme si tout lui appartenait. À cause de cette femme, 2 citoyens ont été torturés. Et pas juste 2 kidam, non 2 personnes qui ont eu le cran de parler, mais derrière eux, il y en a eu d'autres, des dizaines. Des gens emprisonnés pour un simple commentaire sur Facebook. D'autres virés sans explication uniquement parce qu'ils ont bossé avec elle. Et certains, juste pour avoir levé un sourcil critique contre ces dérives, ont vu leur vie broyée par l'injustice. Plusieurs dizaines de victimes. Gardes à vue détention abusive, interdiction judiciaire. Mais seuls 2 visages ont osé sortir de l'ombre, Yacine Ba et Hadjer Zetoni. Ces 2-là ont refusé de plier. Dignes, clairs, lucides, honnêtes, ils ont préféré risquer leur peau plutôt que d'avaler l'humiliation en silence. Leur dignité, on l'a piétinée. Et ils ont répondu non. Quand on est tabassé, dénudé, affamé, enfermé sans procès, condamné sans raison, roué de coups, que ce soit dans une cellule ou dans une brigade d'interrogatoire, alors on a le devoir de crier. Et ils ont crié. Il faut avoir du culot ou un sens aigu de l'impunité pour débarquer dans une brigade de gendarmerie et se permettre de donner des ordres à des hommes, enfin, hommes façon de parler. Parce qu'à ce niveau-là, ce ne sont même plus des hommes, ce sont des ombres, des lâches déguisés en uniforme. Oui, j'ose le dire, les gendarmes de Mondrail, vous ne verrez jamais les portes du paradis. Jamais. Et si le paradis vous est fermé, l'enfer lui saura vous retrouver. Un jour ou l'autre, ce que vous avez fait subir à Yacine et à Zetoni, vous le paierez. Et ce ne sera pas à crédit, vous paierez comptant douloureusement. L'Algérie n'a pas que des traîtres, il reste des hommes des vrais qui ne vous laisseront pas échapper à la colère du peuple. Et pour les tortionnaires comme vous, la fin ne sera ni douce ni libre. L'histoire ne vous oubliera pas, et surtout la justice non plus. Soyons clairs, je suis en rage, mais je garde la tête froide. Ce dossier-là, on ne peut pas le regarder avec distance, parce qu'il ne s'agit pas de politique, mais d'horreur humaine. Quand on prive un homme et une femme d'eau, de nourriture, de dignité, quand on les cogne comme des bêtes, quand on les arrête comme s'ils étaient des kamikazes, quand on les déshabille, qu'on les traîne dans des toilettes pour leur faire boire de l'eau croupie, sale, infectée, on ne peut plus parler d'état de droit. Et excusez-moi, mais entre les gendarmes de Mondrail et les forces d'occupation israéliennes, je ne vois pas la différence. Aucune. Même brutalité, même mépris de l'humain. Et ces brutes, je le dis haut et fort, elles finiront par payer. Parce que Tebboune, lui aussi, n'est pas éternel. Elle est toujours là, toujours en place. Parce qu'évidemment, dans l'entourage présidentiel, personne n'a le cran ou l'envie de s'en débarrasser. Et pourquoi? Parce que mademoiselle réclame désormais un poste à l'étranger. Oui, vous avez bien entendu, elle veut devenir ambassadrice, elle veut fuir. Je vous le dis, cher Algérien, Hamlaoui cherche la sortie. Elle sait que son image est carbonisée. C'est une carte politique brûlée irrécupérable.
Impossible pour elle de s'exposer publiquement sans provoquer un tollé. Les Algériens ne peuvent plus la voir en peinture. Dans la rue, elle risque littéralement de se faire lyncher. Elle incarne aux yeux de tous la torture et les sévices. 2 citoyens en sont les victimes directes. L'un a dû fuir, l'autre s'est rendu aux autorités. Et aujourd'hui encore, il est sous surveillance avec une liberté conditionnelle suspendue à un fil. D'ici 2026, rappelez-vous bien, ils vont le renvoyer derrière les barreaux. C'est écrit. Et je vous lance un défi, un vrai. Si nous, les journalistes indépendants de l'extérieur, si on se tait 2 ou 3 mois, vous verrez Yacine réapparaître, mais cette fois en cellule. Leur but, le silence, l'oubli, et ils y sont presque. Ils l'ont complètement neutralisé. Il est coincé à Skikda, privé de papier, bloqué dans son propre pays, une véritable détention à ciel ouvert. Et Hajar Zitoni exilé introuvable, seul, complètement brisé après avoir été humilié, battu, torturé. Elle erre sans repère, sans famille, sans avenir. Ils l'ont détruite méthodiquement. Le plan est clair comme de l'eau trouble si nous journalistes libres, exilés et insupportablement bruyants finissons par nous taire, ils auront le champ libre pour boucler l'affaire à leur manière. Leur prochain objectif, Hajar Zitoni. L'emprisonner, la traquer jusqu'au bout du monde s'il le faut. Ils veulent l'effacer, l'attraper, la faire taire pour de bon. Et dans cette opération d'étouffement, la star du régime Hamlaoui est toujours au cœur du dispositif. Le pouvoir cherche à la sauver, à la protéger doucement, sans bruit. Elle, de son côté, rêve de fuir, de disparaître du paysage. Mais impossible de la parachuter ambassadrice, ça ferait exploser la rue. Nommer une figure compromise dans des affaires de torture, de manipulation judiciaire et de contrôle malsain sur les services de sécurité à un poste diplomatique, non vraiment même dans une dictature, ça ferait trop désordre. La population n'avalerait pas ça sans réagir. Alors, quel est leur plan B depuis novembre 2025? Ils s'acharnent à la faire fondre dans le décor. Silence radio, disparition des radars, plus d'apparitions publiques. On tente de l'effacer des caméras, des micros, des débats. C'est presque comique quand on se rappelle qu'elle squattait les écrans H24, elle était omniprésente. Une armée de journalistes à sa solde s'assurait qu'on voit sa tête tous les soirs aux infos. Maquillée comme une star, sautant de salon de coiffure en plateau télé, la voilà qui jouait à la diva blonde dans tous les journaux télévisés du pays, jusqu'au jour où la vérité signée Yacine et Hajar est venue faire exploser son vernis. Ah, l'époque bénie où elle chantait les louanges de Tebboune du matin au soir, c'était « Mon Tebboune adoré », le plus grand président de tous les temps, voire à l'écouter un envoyé divin tombé du ciel algérien. Elle en faisait des tonnes. Pourquoi? Parce qu'elle visait haut, très haut. Son rêve, devenir ministre. Et pas n'importe lequel. Au début, elle lorgnait sur le ministère de la Solidarité nationale. Trop modeste. Rapidement, ses ambitions ont pris l'ascenseur. Elle ne se cachait même plus. Moi, j'ai du pouvoir, j'ai des contacts. Je suis dans les petits papiers de tout le cabinet présidentiel. Alors évidemment, le ministère de la Santé ou une autre place de prestige lui paraissait bien plus adaptée à sa grandeur autoproclamée. Mais patatras. Le scandale a éclaté comme une bombe et avec lui, toute sa belle ascension s'est effondrée. Fini les rêves ministériels. Elle a compris que son nom était devenu toxique, qu'elle était grillée, cramée, radioactive. Voilà le vrai problème du régime Tebboune, même s'il voulait, il ne peut plus la sortir du placard. Impossible pour lui de l'envoyer prononcer un discours, inaugurer une salle ou même couper un ruban. Elle est devenue un paratonnerre à insultes, une cible ambulante. Elle incarne à elle seule tout ce que le peuple ne supporte plus. En 2025, elle décroche sans contestation le trophée de la figure la plus haïe du pays. Une tempête d'indignation tourne autour de son nom. Une vraie tornade de rejet. Il faut voir pour le croire. Cette femme a réussi l'impossible, métamorphoser une brigade de gendarmerie nationale et un tribunal judiciaire en une sorte de salon privé. Pas de justice, non, un salon de beauté. À Reims n'était plus la loi qu'on faisait respecter, mais les caprices d'une diva en talons. Les gendarmes devenus ses assistants personnels. Les juges de simples porteurs de sac à main. Oui, des boys à son service comme si on était dans un clip de pop star et pas dans une république. Le peuple algérien n'en revient toujours pas. Comment une inconnue sans talent, sans qualification a pu prendre autant de place aussi vite? Et ne parlons même pas de diplôme. On a fouillé documents officiels à l'appui des notes pitoyables, un 5,20 devenu symbole de son niveau.
Aucune trace d'exercice médical. Zéro expérience. Du vent. Son seul atout, son apparence. Elle plaît. Elle coche les cases du fantasme de certains hauts responsables algériens frustrés, plus préoccupés par leurs pulsions que par le bien public. Il faut arrêter de jouer les hypocrites. Il est temps de briser les silences malsains. Normalement, je respecte la vie privée. Je suis pour l'éthique, la retenue, la rigueur, mais là, on dépasse les bornes. Quand on torture des citoyens, quand on transforme des gendarmes en domestiques, des juges en serviteurs, le tout au profit d'une femme couverte par les bras droits du président, alors non. Là, c'est terminé. Plus de tabou. C'est un scandale d'une ampleur jamais atteinte dans les annales de l'Algérie. On croyait avoir tout vu, tout entendu sous Bouteflika, sous Tchadli, sous tous les anciens régimes, mais non. Jamais au grand, jamais une femme n'avait atteint un tel niveau de pouvoir toxique. Oui, il y en a eu des favorites de salon, des femmes bien placées parce qu'elles fréquentaient les couloirs du pouvoir. Mais là, c'est un autre monde. On parle d'une femme qui donne des ordres à des juges, qui contrôle une brigade entière de gendarmes, comme on dirige une équipe de foot qui décide qui entre en prison ou non. Elle n'a pas seulement influencé, elle a broyé. Des dizaines de destins brisés sur simple caprice. C'est l'affaire Petit Samlès. Et c'est du jamais vu dans l'histoire du pays. Et pendant que tout brûle, voilà ce que nous balance Abdi en mode défi. Je m'en fous. Je la couvre. Je la garde. Mais pourquoi? Parce qu'elle détient les clés du coffre-fort. Parce qu'elle connaît tous leurs secrets les plus sombres. Elle n'est pas juste protégée. Elle est dangereuse. Vidéos compromettantes, photos gênantes, dossiers explosifs. Cette femme, c'est une bombe prête à péter. Une grenade dégoupillée dans la poche du régime et tôt ou tard, ça leur sautera à la figure. Ils croient la tenir, ils vont le payer cher. Ils ne regretteront pas son départ, mais bien de l'avoir laissé grimper si haut. Abdi et ses proches finiront par comprendre qu'ils ont nourri un monstre. C'était une erreur fatale de lui avoir filé le moindre pouvoir, même symbolique. On parle quand même d'une femme placée à la tête d'un organisme humanitaire, le Croissant Rouge, qui a réussi à infiltrer toute la sécurité nationale, à tordre le bras à la justice et à manipuler les services comme un chef de guerre. Tout ça sans statut militaire, sans autorité légale, juste du charme du réseau et du chantage. Alors imaginez-la, ministre. Même eux savent que ce serait la fin. Soyons clairs, sans les témoignages glaçants, sans cette prise de parole aussi courageuse que suicidaire, l'histoire aurait suivi un tout autre chemin. Ce que Yassine et Hajar ont fait, c'était se jeter dans le vide. En parlant, ils ont signé l'arrêt de mort de leur vie en Algérie. Ils savaient que le système ne pardonnerait pas. Leur parole a stoppé net une ascension qui semblait irrésistible. Car sans eux, cette demoiselle-là, appelons les choses par leur nom, aurait continué sa montée impunément dans les plus hautes sphères. Et il faut l'imaginer, si on ne l'avait pas freinée, elle aurait peut-être fini ministre, voire plus. Tellement puissante qu'elle aurait pu mettre au pas jusqu'au chef d'état-major. Oui, même l'armée aurait fini par lui obéir. Tel était son degré de contrôle. Et pendant ce temps, ces gens-là censés protéger l'Algérie contre les menaces extérieures, Israël, le Maroc ou je ne sais qui encore, sont incapables de résister à une simple femme. Pas une espionne, pas une stratège, non une femme qui sait comment jouer avec leurs faiblesses. Des responsables qui perdent tout sang-froid à la moindre pulsion et c'est eux qui prétendent défendre la nation. Franchement, quelle blague. Ce dossier est une claque, une humiliation nationale. Et cette humiliation, elle va coller à la peau du régime pour longtemps. À tous ceux, et ils se reconnaîtront, qui ont flirté, fricoté ou tout simplement cédé devant elle, préparez-vous à être hantés par cette affaire jusqu'à la fin de vos jours. Vous vous êtes laissé diriger, manipuler par une femme qui connaît le contenu de vos téléphones, vos secrets les plus minables. Et maintenant, vous tremblez. Et vous allez continuer à trembler. Encore une fois, elle cherche la sortie. Mais attention, pas n'importe laquelle. Pas question de partir en silence ou par la petite porte. Non, madame veut fuir le pays, mais avec le passeport diplomatique, s'il vous plaît, son rêve, être nommée ambassadrice quelque part, peu importe où. Une planque dorée à l'étranger pour fuir les scandales et éviter toute reddition de comptes. Car voyez-vous, on ne peut ni la juger, ni la limoger, ni même la pousser gentiment vers la sortie. Elle est devenue un fardeau explosif pour le régime encombrant au possible. Pourquoi? Parce qu'elle détient des dossiers et des noms, y compris de gens très proches de TB lui-même. C'est une honte monumentale. Terminer l'année avec un décret pareil, c'est comme offrir un bras d'honneur à toute une nation.
Ce pouvoir ne mérite plus aucun respect, aucune considération. Comment pourrait-on respecter un système incapable de résister aux manipulations d'une courtisane? Moi, personnellement, je n'ai plus aucun respect pour ces hommes-là. Et j'insiste, je ne parle pas seulement du président, je parle aussi de son premier ministre, de son chef d'état-major, de son patron des services de renseignement. Tous ceux qui regardent ailleurs pendant qu'on torture des citoyens, tous ceux qui se taisent, qui ferment les yeux, qui laissent faire. Oui, on parle bien de torture. Yin Baj et Zitouni ont été torturés. Le mot est lâché. Et je le répète, torturés. Quant à Yass, il avait fui, oui. Il était parti à Paris, à Londres. Peut-être qu'il a fait des erreurs, peut-être qu'il a côtoyé les mauvaises personnes. Mais malgré tout, il est rentré, tête haute, avec l'espoir naïf que son pays allait enfin le protéger, qu'on allait enfin l'écouter, qu'il allait retrouver sa dignité, qu'on allait rétablir la vérité, mettre fin à l'injustice, laver la honte qui pèse sur ce pays. Il a cru que l'État allait se réveiller, qu'on allait corriger le tir, mais il s'est trompé, lourdement. Il a été trop naïf. Et après, lui, croyez-moi, plus personne ne fera la même erreur. Il a été le dernier à croire que ce système voulait encore la justice. Je vous le dis, le dernier. Le navire du régime prend l'eau de toutes parts, et tout ça à cause d'un non-ami. Cette affaire-là a suffi à pulvériser le peu de crédibilité qu'il restait. La question maintenant, c'est, auront-ils un sursaut, un électrochoc tardif? Est-ce qu'en janvier 2026, quelqu'un dans ce système va enfin lever les yeux et dire « Stop! Là, on est allé trop loin. Là, c'est devenu indéfendable. » Est-ce que quelqu'un va oser admettre que tout ça est devenu moralement insoutenable parce qu'à ce stade, c'est plus un scandale, c'est une déchéance. Et moi, honnêtement, je n'arrive plus à croire qu'on puisse restaurer l'honneur d'un État en gardant une telle personne à un poste de pouvoir. Comment espérer moraliser l'administration en laissant en place celle qui incarne justement l'effondrement moral? Peut-être qu'un miracle viendra. Peut-être qu'un jour, un vrai nettoyage aura lieu. Mais vu la manière dont ce dossier est géré, vu l'amateurisme et le cynisme qui dominent, mon espoir lui est en soins palliatifs.